Aujourd'hui, je vous emmène faire une petite balade sur la commune de la Rabatelière. Ici, il y a 2 sentiers de randonnée. Le premier longe une partie de la rivière la Petite Maine et permet de découvrir quelques villages de la commune. Quant au second, celui de la Salette, et c'est celui que nous allons emprunter aujourd'hui, il va nous mener au fameux et étonnant sanctuaire, au moulin de Bel-Air et aux abords du château de la Rabatelière. Un parcours très sympathique, durant lequel, vous allez voir, nous allons faire à nouveau de très belles rencontres. Alors c'est très simple puisque les 2 départs des 2 sentiers sont situés ici, place de l'église. Alors nous on va faire celui de la Salette, c'est une boucle d'à peu près 4 km. C'est balisé en jaune comme d'habitude, on devrait le faire en 1 heure. J'espère que vos chaussures sont bien chaussées, que vos gourdes sont bien remplies. C'est parti, on y va. La Rabatelière compte aujourd'hui environ 1 millier d'habitants. Le nom de la commune vient de Rabasto ou Rabastel, un de ses premiers seigneurs. Elle s'écrivait autrefois Rabastelière, avec un S désormais disparu. Les archives montrent, par un acte daté du 10 mai 1226, qu'un des commandeurs de la commanderie de Launay, Louis de Lorraine, donna la Rabastelière, avec 2 autres fiefs, à Pierre Bruneau. Il souhaitait ainsi le récompenser de la bravoure avec laquelle il avait assisté les Hospitaliers dans leur combat contre les Sarrasins. Le blason d'argent aux 7 merlettes de la commune fait d'ailleurs état de cette période. On y retrouve les armes des Bruneau de la Rabastelière, fondateurs de la paroisse, et les 7 merlettes correspondant au nombre de blessures qu'il reçut au combat. Une merlette qui figure d'ailleurs toujours aujourd'hui sur le logo de la cité. Comme les autres communes à proximité, la Rabatelière a souffert de la guerre de Vendée et constitue un lieu de mémoire des massacres de 1793 perpétrés dans le bocage, qui est d'ailleurs rappelé par les vitraux de la chapelle. Aujourd'hui, les habitants de la commune, les Rabastos, la surnomment affectueusement la Rabatte. Alors ce qui est étonnant à la Rabatelière, et ça ne vous a peut-être pas échappé, c'est que l'église d'où nous sommes partis n'est pas située dans le centre du village, mais en fait elle est tout près du château puisque c'était une initiative privée du châtelain à l'époque, du château de la Rabatelière que l'on va voir tout à l'heure. Allez, on continue. Si vous croisez les habitants de la commune, les plus anciens vous raconteront peut-être cette étonnante anecdote. En effet, le 26 mai 1979, le président de la République, Valéry Giscard d'Estaing, est venu ici, à la Rabatelière, en compagnie de sa femme Anémone, pour rendre visite aux habitants de la commune. Pour quelle raison, vous demandez-vous ? Eh bien, tout simplement pour les remercier, parce qu'il avait obtenu ici 100% des suffrages lors de l'élection présidentielle de 1974. Le couple présidentiel est arrivé en hélicoptère et a participé en toute simplicité à un grand dîner sous chapiteau avec tous les habitants. Bon, nous voilà au pied du sanctuaire de la Salette. Alors vous allez voir, c'est un endroit incroyable et c'est certainement une des plus belles curiosités de la Vendée. Suivez-moi. Situé à plus d'1 kilomètre du bourg de la Rabatelière en Vendée, le sanctuaire de la Salette fut construit entre 1885 et 1889 sur un coteau alors couvert d'ajoncs dominant la rivière la Petite Maine. Niché au cœur d'un univers végétal unique de cèdres, de pins et de nombreux massifs, le site est aujourd'hui une véritable invitation à la balade, au recueillement et reste à la postérité l'œuvre d'un homme, curé de la Rabatelière entre 1873 et 1908, l'abbé Hilleret. Sous l'influence du comte de la Pouèze, propriétaire du château de la Rabatelière, l'abbé va en effet s'atteler durant 4 années à motiver ses paroissiens pour construire ce site unique dédié à la religion catholique. Plus que de longs commentaires sur la Salette, je vous propose le jour de votre visite de flasher le QR code qui est juste derrière moi. Il vous donne accès à un super documentaire qui vous expliquera tous les secrets du lieu. Alors quant à moi, je vais aller un peu plus haut, juste derrière la Salette. Je voudrais vous faire découvrir un lieu formidable avec des gens passionnés. Vous allez voir. Je vous invite en effet à venir découvrir avec moi le dernier moulin à vent en activité sur le territoire de Saint-Fulgent-les-Essarts, alors que l'on en recensait encore 70 en 1882. Situé à seulement quelques mètres de la Salette, sur les hauteurs pour prendre les vents, ce moulin fut construit à partir de 1821 pour Jean Lardière, farinier à la Guichardière, et achevé en 1831. Il était alors plus trapu qu'aujourd'hui puisqu'il ne mesurait que 5 mètres de haut. Il a été rehaussé en 1880 à 10 mètres par son nouveau propriétaire Henri Herbreteau,
meunier à Chavagne-en-Paillé, afin de pouvoir remplacer les ailes entoilées par des ailes à lattes de type Berton. Pendant l'occupation, en 1943, les Allemands viendront ici réquisitionner tout le blé disponible aux dépens de la population. Une nuit, Henri Herbreteau et son frère Alcide vont être surpris par les occupants à produire clandestinement. N'ayant pas les autorisations leur permettant de le faire, ils sont sommés d'abandonner le moulin, signant ainsi à jamais la fin de son activité. Mais tout cela, c'était sans compter sur l'association des Amis du Moulin de Bel-Air, qui s'est créée en 1983 et qui a racheté, pour le franc symbolique, l'édifice à la veuve d'Alcide Herbreteau dans le but de le rénover. C'était alors une ruine sans toiture. 40 ans plus tard, le moulin tourne à nouveau et l'association y produit chaque dernier samedi du mois de la farine à l'occasion des journées ouvertes au public. Ah, voilà le moulin. Bon, il a l'air effectivement de bien tourner. Bon, ben on va aller voir ça. Voilà le meunier. Ah, bonjour, monsieur Laurent. Bonjour le meunier. Ça va? Très bien, et toi? Bienvenue au Moulin de Bel-Air. Enchanté. Wow. Connaissez-nous? Non, ben je le découvre, c'est très très beau. C'est une belle rénovation. Vous avez de la chance, on est en production. C'est une belle rénovation. Oh, il n'a pas toujours été comme ça. Non. À une certaine période, il faisait 5 mètres de hauteur. Après, il a été surélevé à 10 mètres de hauteur pour installer ce qu'on appelle le système Berton. Alors, le système Berton, je ne sais pas si vous voyez tous ces ferrures qui sont ensemble. On appelle ça, nous, l'araignée, et qui permet d'augmenter ou de diminuer la voilure. Ok. Vous voulez visiter? Ah, bah avec plaisir. Je veux voir. Vous faites de la farine? Ah oui, on fait de la farine. Eh ben, on y va. Je vous laisse monter? Je te suis. Donc là, Jean-Claude, on est tout au sommet, là. Alors on est tout au sommet, et là c'est ce qu'on voit, le mécanisme qui permet de créer ce mouvement circulaire qui va faire tourner les meules. Tout à l'heure, on a mis ce qu'on appelle le moulin au vent. Donc pour mettre le moulin au vent, toute la toiture tourne D'accord. par l'intermédiaire de ce mécanisme. Ok. Vous voyez? Donc on met le moulin au vent, on a bien sûr une petite flèche qui nous indique d'où vient le vent. Ok. Le vent frappe sur les ailes qui font tourner ce qu'on appelle le gros arbre. Le gros arbre, c'est cette grosse pièce de bois Je vois. où tout est accroché dessus. Ok. Ah, c'est magnifique. C'est impressionnant. Hein. Et donc là, c'est prêt à faire de la farine. On est prêt à faire de la farine. Bon, alors là, on est juste au-dessus des meules. C'est la production, là, Là, c'est c'est ça? la production. D'accord. Et comme je te l'ai dit tout à l'heure, pour faire de la farine, Il faut du blé. Il faut du blé. J'ai retenu. Voilà. Eh bien, je vais te mettre à l'épreuve. Tu vas tirer légèrement sur cette corde. Ah, c'est parti. Doucement. Et on va Doucement. voir le sac de blé qui va monter. Vas-y. Donc voilà le sac de blé qui arrive. Vas-y, hop là, c'est bon. Donc le blé est arrivé ici. Il vient d'où, Donc, ce le blé? Il vient d'où? Alors le blé, c'est une production vraiment locale dans un rayon de 2,5 km. Le blé est fabriqué Gaël de la Barre, à D'accord. Chavagne-en-Paillé. À Chavagne. Ensuite, il passe ici où on fait de la farine. On vide le blé dans l'auge qui vient ensuite dans le tamis. D'accord. Et le blé tombe dans ce qu'on appelle le yib. Voilà. Alors ça c'est intéressant parce que les meules, il y en a une que l'on voit ici qui est mouvante Ouais. et l'autre qui est fixe, donc qui est gisante. D'accord. Donc le blé passe à l'intérieur, les meules se touchent presque et fabriquent ce qu'on appelle la farine et le son. Alors la petite astuce aussi, c'est quand il n'y a plus de blé, ça fait sonner cette cloche D'accord. et ça réveille le meunier. Ça réveille Donc le meunier. l'âne, c'est un peu l'ennemi du meunier. C'est pas la farine encore. Non. C'est quand la mouture, enfin quand la farine et le son seront séparés qu'on appellera ça de la farine, c'est ça? Voilà, D'accord. tout à fait. Donc c'est tout simple, ça tourne. La farine est éjectée ici par un petit courant d'air qui se produit ici. Et là, il y a un petit balai. Et ça tombe permet dans le trou qui est là. à la farine de tomber dans les goulottes. Et on va la retrouver à Et on l'étage va en la dessous. retrouver là-bas. Et ben on y va? Oui, voilà. C'est passionnant. Bonjour Dominique. Bonjour. Tiens, voilà. Bonjour messieurs. Le meunier, il est là, on a parlé du meunier depuis le début, voilà le meunier. Alors qu'est-ce qui se passe ici, Jean-Claude? Alors, ce qu'on a vu tout à l'heure, ce qu'on appelle Ça le descend, voilà. descend par ce qu'on appelle une goulotte. Ouais. Et ensuite, voilà, ce qui est assez spectaculaire, c'est D'accord, ouais. Avec des filtres qui sont voilà, différents. là c'est très fin. Et là, on le voit d'ailleurs à l'œil, c'est un peu plus gros. La farine, le petit son et le gros son. Voilà, J'ai tout compris. d'accord. D'accord, et on les voit. Voilà, Superbe. la farine. Et là, c'est un système de réglage suivant la qualité
qui nous permet d'augmenter ou de diminuer D'accord. de manière à avoir la farine, le son et le petit. Alors, ce qui est génial, c'est que tu m'as dit tout à l'heure que cette farine, vous l'utilisez pour les démonstrations. Je crois que vous en vendez un petit peu sur place lorsque vous faites des démonstrations, mais je crois que vous en fournissez un boulanger, c'est ce que tu me disais tout à l'heure, un boulanger de Chavagne. La fabrique à pain. La fabrique à pain. Bah, tu sais pas, moi, ce que je vais faire, je vais finir ma petite balade à la rabatelière, mais je crois qu'après, je vais aller le voir, et puis je vais aller voir ce qu'il en fait de cette L'avantage farine. de cette farine, c'est qu'elle sent bon. Voilà, ça y est, c'est fait, j'ai été visité. Dominique, il attendait, je crois qu'il était au courant. Voilà, c'est un souvenir du moulin de Bel Air. Et ben voilà, je suis baptisé du moulin de Bel Air. Je peux aller à la boulangerie. Exact. C'est formidable. Bien, nous voici à nouveau sur le circuit, au pied de la Salette. On va pouvoir reprendre ce joli circuit, c'est par ici, suivez-moi. La vallée de la Fragonnette, dans laquelle nous marchons depuis notre départ, doit son nom à de nombreux fragons ou petits houx que l'on trouve tout au long des chemins. Dans ce sentier de randonnée, vous verrez de nombreuses espèces d'arbres. Châtaigniers, chênes, érables champêtres, ensemble de charmes, des frênes, du long de l'étang jusqu'à la vallée de la Salette. Tiens, justement, voilà de la Fragonnette. Voilà, alors on la retrouve dans les haies très souvent. On la reconnaît avec ces petites boules rouges qui sont ici, je ne sais pas si vous la voyez bien ici, comme ça. Voilà. Et ça finira sur les tables de Noël. On voit là-bas au loin le village de la Rabatelière. On voit quelques entreprises et d'ailleurs le village de la Rabatelière a un très très riche passé industriel. Impossible effectivement de parler de la Rabatelière sans évoquer la cordonnerie allemande et la fabrication de chaussures tant elle est liée à l'histoire et au développement industriel de la commune. La salle municipale de la cordonnerie, située à côté de la mairie, témoigne de ce passé. Au début du XXe siècle, ce bâtiment qui servait de logement pour l'instituteur devient inoccupé suite au transfert de l'école. Le local sera donc loué à Jean Allemand qui ouvre en 1920 une cordonnerie. L'un de ses 9 enfants, Philippe, le rejoint quelques années plus tard et ensemble ils fabriquent à la main toutes sortes de chaussures. En 1948, peu de temps après la guerre, Philippe Allemand décide de passer à l'échelon industriel et achète une presse à découper en série. Allemand Industrie va croître et fabriquer de nombreux modèles de chaussures vendus dans le monde entier. Mais au début du XXIe siècle, les marchés asiatiques vont avoir raison de l'entreprise familiale qui ferme ses portes définitivement en juin 2009. L'évocation de cette entreprise est un sujet sensible ici pour les Rabastos qui l'ont encore dans le cœur. On arrive devant le plus vieux moulin de la Rabatelière. Il était consacré à la mouture du froment et il avait une roue en bois qui n'est bien sûr plus là aujourd'hui. Ce moulin à eau appartenait au château. Il a connu de très nombreux meuniers, puis il a cessé son activité dans les années 50. On arrive très proche de la fin de notre circuit. On passe devant le château de la Rabatelière, un château qui est très lié, bien évidemment, à l'histoire de la commune. Le château de la Rabatelière fut probablement construit au Moyen-Âge, puis transformé au fil des années et des propriétaires. Au cours des siècles, les héritiers de Pierre Bruneau feront de ce lieu une grande seigneurie. Notamment à partir de 1503 lorsque Jacques Bruneau se marie avec Jacquette Moreau, dame de la Jaunière et riche héritière. Grâce à sa fortune, la Rabatelière sera considérablement agrandie. La Rabatelière fut vendue en 1720 à la famille Montaudoin, armateur et négociant nantais. À la Révolution, René de Montaudoin refusant d'émigrer, la propriété fut saccagée par les colonnes infernales. Elle fut à nouveau vendue en 1828 à Charles-Henri de la Poise. Le château fut entièrement restauré par son fils Olivier. C'est enfin Yves-Gabriel de la Poise et son épouse Marguerite Legout qui vont y habiter, y créer un parc paysager et en faire l'une des grandes demeures vendéennes. Yves de la Poise fut maire de la Rabatelière de 1888 à 1946. Ses descendants ont décidé au début du XXIe siècle de vendre la propriété.
Le château est depuis le 30 octobre 2001 inscrit aux monuments historiques et constitue un ensemble unique en raison de ses façades percées de hautes fenêtres à meneaux, ses toitures, les communs avec mansarde encadrant la cour d'honneur, le grand salon avec sa cheminée néo-gothique, la ceinture de douve et le pont les enjambant. Le château de la Rabatelière est une propriété privée, donc bien évidemment, on ne peut pas le visiter. Quant à nous, eh bien, on vient de boucler la boucle puisqu'on arrive à l'église de la Rabatelière. Avant de finir votre circuit, je vous propose de jeter un œil sur la porte latérale gauche de l'église. En effet, le 23 novembre 1906, les paroissiens de la Rabatelière s'opposèrent à l'inventaire des biens de l'église dans le cadre de la loi de la séparation de l'église et de l'État, en dressant des barricades avec des troncs d'arbres. La porte fut ouverte à coups de hache, dont les traces sont toujours visibles. Cette porte a depuis été baptisée Porte des Inventaires. On a fini notre circuit, mais comme je vous l'avais promis, on va aller à Chavagne-en-Paillé. Je voudrais aller voir Florian. Florian, c'est le boulanger qui fait du pain avec la farine du moulin de Bel-Air. Donc, on y va, on se retrouve là-bas. C'est parti. Nous voici donc à Chavagne-en-Paillé, à quelques kilomètres seulement du moulin, une jolie commune au patrimoine historique et religieux très riche, avec notamment une belle église, 2 congrégations religieuses, le monastère de la Fouchardière et également une soixantaine de petits monuments religieux. Chavagne-en-Paillé, c'est également de très beaux circuits de randonnée, celui de la Bultière, celui du patrimoine, celui entre Maine et Doulet ou encore celui du sentier des Coteaux de Torigny. Ce dernier commence d'ailleurs ici, au centre du bourg. Place des Justes, une place dont le nom évoque l'incroyable histoire d'une quarantaine d'enfants juifs de la région parisienne qui ont été cachés et hébergés par des familles et des institutions religieuses du village pendant la Seconde Guerre mondiale. Des habitants de Chavagne souvent restés anonymes, mais depuis reconnus comme justes parmi les nations. Des faits d'une histoire passée qui résonnent encore très fort aujourd'hui. Bon, nous n'allons pas faire tous ces sentiers maintenant parce que j'ai rendez-vous à la boulangerie avec Florian, juste au centre du village. C'est parti. Florian, bonjour. Ça va bien? Ça va? Bon, je suis ravi d'être là, je suis ravi de te rencontrer parce que j'ai beaucoup entendu parler de toi. Alors d'abord, oui, en bien, puisque d'abord dans les médias, puisque je crois que tu as la médaille d'argent nationale pour ta baguette. Et puis, il y a quelques minutes, puisque j'étais au Moulin de Bel-Air, que tu connais bien, et ils m'ont parlé de ta tourte. La tourte de Bel-Air, c'est ça, et donc je me suis dit, je suis curieux, je vais aller voir, donc je viens voir ce qui se passe ici. Eh bien, tu tombes bien, parce que justement, j'étais en train d'en faire. Super. Donc voilà, la pâte de Bel-Air. Avec la farine de Bel-Air. Avec la farine de Bel-Air. Formidable. D'accord, ok. Dans un circuit vraiment ultra local. Un blé cultivé sur la commune de Chavagne. Ouais. Avec Maxime Guérin. Ouais. Le blé, du coup, transformé au Moulin de Bel-Air. Ouais. Et la fin du circuit chez nous. Ça veut dire que c'est toi qui as été les voir pour leur dire je voudrais récupérer de la farine pour voilà, faire ça, cette exactement. tourte. D'accord. En fait, moi, je suis fils d'agriculteur. Ouais. Étant petit, voilà, mon papa, je faisais les moissons avec lui et j'ai eu cette envie assez tôt d'être boulanger. Okay. Et puis mon papa m'avait construit un petit four à bois et de temps en temps, je m'amusais comme ça et j'avais à cœur de pouvoir maîtriser mon produit de A à Z. Le blé est produit, on le voit sur toutes les communes rurales, mais on ne sait jamais vraiment où il part. Et du coup, là, je peux aujourd'hui maîtriser mon produit de A à Z et c'est vrai que c'est un vrai plaisir. Alors effectivement, il y a des contraintes inhérentes à cette tripartite, ouais. Parce que le blé n'est pas toujours pareil, la farine n'est pas tous les mois la même, parce que du coup, on s'est cantonné à 100 kg de blé par mois. D'accord. Pour permettre que le moulin ne s'use pas trop. C'est un moulin qui a presque 300 ans, donc voilà, faut en prendre soin quand même. Donc tu as façonné avec eux quelque part cette farine, puisque ils l'ont fait à la manière qui t'allait le mieux pour faire ce type de pain ou... Oui, alors en fait, sur les meules de pierre, on a un blé qui est beaucoup plus riche en oligo-éléments, en son également. Donc on a une farine qui est vraiment rustique. Après, moi, je l'adapte un peu parce que
je rajoute un peu de son en fonction en fait de la farine, comment je la sens à la travailler, quoi. Et donc on peut en trouver toute l'année, cette tourte? Alors toute l'année, dans la mesure où on a de la farine. Moi, je travaille à peu près 100 kg de farine par mois. D'accord. Quand il n'y en a plus, il n'y en a plus, et on attend la prochaine mouture, quoi. D'accord, et donc les clients, ils viennent et ils demandent de la tourte de Bel-Air, ils connaissent l'histoire, ils savent d'où elle vient, ils savent que c'est un circuit court. Depuis un petit moment, du coup, on a réussi à se caler sur des dates à peu près fixes, c'est le dernier samedi du mois. C'est intéressant, les gens peuvent visiter le moulin, ils voient la farine se faire, et après, le lendemain, ils peuvent venir chercher leur pain qu'ils ont vu se faire mouler. Alors moi, j'ai vu la farine se faire, j'ai compris même la différence entre la mouture et la farine, maintenant je sais tout, mais j'ai pas vu le pain se faire. C'est possible que je sois ton arpète et que je regarde comment ça se passe et qu'on fasse une tour de Bel-Air ensemble? Il n'y a pas de souci. Eh ben c'est parti, on y va. Super. Il y a 2 morceaux d'inclus. Déjà, je suis pas sûr d'être au milieu. Allez. Hop. Pas mal. Alors faut remettre. Bon, alors c'est mon tour. Soyez indulgents, je suis pas certain de faire aussi bien que ça. Ici comme ça. Ici comme ça. Oui, comme ça, comme ça. Comme ça, c'est bien là. Comme ça. Et je fais pareil là. Ouais. Hop. Oh là, il est moins joli. Hein. C'est pas mal. Et il faut que je mette là, sans le faire tomber. C'est pas mal. Pas mal. Pas mal. Bon, c'est mes points. Et donc il y a plus de son dedans. Et en fait, moi, donc celui-ci, qui est cuisson est fait, maintenant on passe en dessous. Il est très très beau. Là, il y a de quoi faire des bonnes parties. Bon, et ben, Chin, Santé. santé. Allez. C'est super bon. Je reconnais le blé que j'ai reçu dans la figure en milieu d'après-midi. Très bien, mais écoute, super. Merci beaucoup pour ce temps et cette démonstration. Félicitations pour ta médaille, pour ton amour des circuits courts aussi, que j'ai beaucoup apprécié. Et moi, je vais te dire merci, puis à très bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Je ne sais pas vous, mais moi j'ai adoré cette balade autour de la rabatelière, cette petite escapade à Chavagny-en-Paillé et surtout ces belles rencontres avec ces passionnés qui permettent au moulin de vivre à nouveau. Ça ne me donne qu'une envie, celle de repartir très vite pour un nouveau sentier du pays de Saint-Fulgent-les-Essarts et de nouvelles rencontres. Alors je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de À mi-chemin. Bye bye. Along with our old age, I'll still hear you in many other ways. And if I fall blind, I will see you the same. I will always find a way to love you, babe. I will always find a way to love you, babe. I will always find a way to love you, babe.